Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Yo, Dan. hello. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast, mais aussi sur SoundCloud, YouTube. YouTube étant parfait pour laisser des commentaires qui nous permettent de prolonger le débat. On compte sur vous pour laisser tout un tas de commentaires. Ouais. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram et Facebook. Tapez les gentilshommes dans les moteurs de recherche et suivez notre logo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sujet de la mort. Ouais. On va pas dire d'autres mots puisque c'est de ça qu'il s'agit. Le décès. Ouais. Le deuil. Le deuil aussi. Voilà. Donc avec notre invitée Noémie. Salut Noémie. Hello. Salut Noémie. Bonjour, Alors, Noémie. Hello. Dis-nous un peu qui es-tu. Alors, je suis une jeune femme de 33 ans qui répond aux gentils surnoms ou alias de Veuve Noire, voilà. Ah ouais. Ah ouais, carrément. On n'était pas prévenus. Il va falloir que tu nous expliques. Alors Noémie, la veuve noire, tu as été confrontée à la mort Ouais. de façon un peu prématurée, on va dire. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu ? Tu nous Ouais. racontes dans les grandes lignes ? Alors, justement, je vais y venir, mais je tiens juste à préciser que c'est Veuve Noire dans le sens, non pas que je tue mon ex-compagnon, mais c'est plutôt dans le sens où c'est une femme en fait qui perd de façon tragique ses petits amis. Et donc en fait, la petite pépite, c'est que j'en suis à 4. Non. Voilà. 4. Ah pardon parce que T'as eu... Ah ouais. t'as perdu 4 petits. Donc 4 ex-compagnons, en fait 4 personnes avec qui je suis sortie qui à ce jour sont décédées. Et donc 6 au Oh là. total avec 2 autres qui ont souhaité sortir avec moi mais que j'ai gentiment éconduit. Voilà. Donc c'est ma petite mythologie personnelle en fait. Ah ouais. Tu portes la poisse, non ? Quand on se met sur les rails, faut s'accrocher quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant finalement d'en parler parce que la réaction face aux autres hommes qu'on rencontre, elle est assez intéressante par rapport à ça, mais je pense qu'on en parlera par la ouais. suite, quoi. Alors vas-y, reprends depuis le début et Donc raconte-nous. voilà, donc effectivement moi j'ai été confrontée prématurément à la mort d'un de mes compagnons, donc puisqu'évidemment j'en ai plusieurs qui sont décédés, mais ça nous impacte, moi ça m'a impacté en fait différemment évidemment, et donc il y a vraiment un compagnon avec qui j'avais planifié entre guillemets de faire ma vie, qui est décédé subitement dans un accident de la route, donc on est sur une mort violente, et puis pas de préparation si je puis dire. Alors j'entends par là qu'il y a certains cas de décès où on peut plus ou moins sentir les choses venir. Je pense par exemple aux gens qui sont atteints de maladies où on les voit s'éteindre progressivement. On peut plus ou moins, même si on n'est jamais vraiment préparé, s'attendre à ce qui va se passer, quoi. Là dans le cas de l'accident, en gros, le matin on dit bonne journée à son compagnon, et puis en fait dans l'après-midi on apprend qu'on lui dira plus jamais bonjour, quoi. Donc c'est assez violent à recevoir comme nouvelle, quoi. Ce garçon-là, t'étais avec lui depuis longtemps ? C'était ton premier amour ? Ouais, alors en fait T'avais quel âge aussi ? donc moi quand c'est arrivé j'avais 23 ans, lui en avait 21, il était un petit peu plus jeune que moi et on s'est rencontrés, j'en avais 18. Donc en gros notre histoire elle s'est étalée sur 6 ans en discontinu, donc on a eu des périodes en on-off, voilà, c'était assez mouvementé. Et donc le décès est intervenu dans une phase dite ce que j'appelais de négociation, de séparation négociée. Donc ce qui implique d'autres paramètres un peu plus compliqués, voilà. Aussi, C'est-à-dire une séparation négociée, ça consiste en quoi ? Donc en fait on était arrivé à une phase de notre relation où on avait connu la fusion. Et moi je commençais à étouffer un peu dans ce schéma-là de relation. J'avais besoin d'avoir un peu plus d'espace dans la relation, et en fait on a très mal transitionné le virage relationnel. Parce que lui malheureusement a pas suivi le mouvement, donc on s'est retrouvés où on s'est graduellement éloignés l'un de l'autre, et donc j'ai dû à un moment donné m'extraire en fait de la relation parce que j'arrivais plus à gérer, je trouvais pas d'autres ressources, puis on était assez jeunes aussi, donc c'était pas évident.
Est-ce que ça veut dire que quand il est décédé, t'avais moins d'affect ou est-ce que ça a changé quelque chose? Pas du tout, parce qu'en fait, on avait donc fait un essai à nouveau pour se remettre ensemble, et en fait, on voyait que ça ne fonctionnait toujours pas, et on s'est dit, en fait, on a encore besoin de temps, parce qu'on était très très mauvais, parce qu'on était vraiment empreints d'ego l'un et l'autre, et donc on a pris énormément de temps avant de comprendre les leçons, et on s'est dit, en fait, on a vraiment beaucoup trop de choses encore à épurer de notre côté, donc on va vraiment prendre cet espace chacun de notre côté. Tu m'aimes, je t'aime, on le sait, ça c'est bon, on sait que de toute façon on va finir notre chemin ensemble. Maintenant, moi je lui ai dit, écoute, moi c'est bon, j'ai eu des relations entre temps, je sais que c'est toi, bon, je sens que toi t'as encore besoin de faire un petit peu le tour des meufs, le tour de la terre. Vas-y, prends ton temps et puis tu reviendras quand tu seras posé et quand tu seras calmé, quoi. Voilà, quand tu seras prêt. Donc ce qui implique que au moment où il est décédé, il était en relation avec une autre jeune femme, mais ça faisait partie du deal. Je le savais, il m'en avait parlé. Et donc pour répondre à ta question, non, ça veut pas dire que justement on est plus éloigné émotionnellement, puisque moi je l'avais vu la semaine avant qu'il décède et je le voyais continuellement. Donc on était encore en relation, quoi. Donc non, l'implication émotionnelle est toujours aussi intense, quoi. Et alors, comment la relation avec ce garçon a évolué après sa mort? Je vais dire, ça fait un peu bizarre. C'est devenu un truc intérieur. C'est comment? Ouais. Raconte-nous un peu. Alors en fait, évidemment, la relation, elle continue d'exister, même si la personne, elle est plus là. Le lien, il est toujours très présent de façon intérieure. Mais aussi il continue d'exister de façon extérieure, puisque, enfin, alors là je vais parler en mon nom parce qu'évidemment chacun réagit différemment, il y a des gens qui vont se murer dans le silence, mais moi j'ai eu énormément besoin d'en parler au départ, donc j'ai passé beaucoup de mois à échanger, que ce soit avec la famille, avec sa famille, avec la mienne, avec des amis avec qui je pouvais parler de ce sujet-là. Ça consiste en quoi, parler, échanger? Ça veut dire quoi? Ça veut dire se raconter des souvenirs, Ça veut dire se raconter des souvenirs, ça veut dire aussi parfois recevoir des jolies pépites où en fait on a des questions, puisque quand la personne part soudainement comme ça, nous on était en mode histoire inachevée, quoi. Donc il y a des questions qui étaient en suspens également. Peut-être aussi parfois on est empreint de doute parce qu'on se dit, bon, est-ce que vraiment j'ai pris la bonne décision? Est-ce que vraiment il m'aime? Est-ce que vraiment le lien il va tenir assez fort pour qu'on puisse se retrouver? Est-ce qu'entre-temps il va pas rencontrer quelqu'un d'autre et puis je vais le perdre définitivement? Et en fait, en échangeant avec la famille, on a des réponses à nos questions parfois. Donc en fait, chacun va apporter des lumières différentes en fait sur la personne qui est décédée. Donc soit on va le découvrir, soit on va le redécouvrir. On va apprendre des choses qu'on connaissait pas. Et puis en fait, toutes les visions qu'on a de cette personne-là se complètent. Et puis on recrée un autre être. En fait, c'est très intéressant parce que on le connaît tous sous des aspects différents finalement, cette personne-là. Donc c'est ça qui est super sympa et ça permet de perpétuer le lien en fait qu'on a à la personne, quoi. Voilà. Alors, t'es toujours proche de sa famille d'ailleurs ou... Non, alors on a pris de la distance. Alors, enfin, c'est maintenant si je la croise demain. Ça fait 10 ans maintenant, c'est ça? Ouais. Si je la croise demain dans la rue, il y a aucun souci. On se parle, on se dit bonjour, ça m'arrive de temps en temps. Mais maintenant, pour essayer aussi de permettre à l'autre de reconstruire sa vie, par respect pour l'autre, on essaye de pas trop intervenir. Donc il y a eu une période du deuil dans les débuts, dans les premiers temps où on a été beaucoup en contact. Et puis progressivement, évidemment, on prend un peu de distance. Voilà, tout simplement, c'est vraiment question de respect. Alors après, des fois, on a un peu le doute, on se dit est-ce que je vais pas raviver des mauvais souvenirs, donc on n'ose pas toujours finalement aller vers les autres, mais en fait ça leur fait vachement plaisir. Enfin moi je me suis rendu compte que ça leur faisait beaucoup plaisir de me voir de temps en temps et voilà donc. Et t'as parlé avec ta petite copine? Sa dernière petite copine, t'as échangé avec elle? Alors oui, en fait, j'ai été plus ou moins contrainte, on va dire, puisque en fait, donc avant qu'il décède, il a eu quelques jours de coma, et en fait, la question qui se posait pour moi, c'était la question de la légitimité. Parce qu'en fait, j'avais pas tellement d'informations au départ sur l'accident. Je l'ai appris par un ami commun à lui et à moi. Et on avait des doutes au départ sur l'identité de la personne qui était impliquée dans l'accident, puisqu'en fait, il avait en réalité emprunté la moto d'un ami. Donc on ne savait pas si c'était l'ami
qui possédait la moto qui était impliqué dans l'accident ou si c'était mon compagnon qui avait emprunté la moto. Ah oui. Donc au départ, il y avait un doute sur l'identité et moi j'ai très fortement senti qu'avec le bol que j'avais, malheureusement, c'était lui qui allait partir. Et effectivement, ça s'est précisé. J'ai dit, écoute, si t'as des informations, reviens et dis-moi quoi. Et donc, il est revenu, il m'a dit, bah ouais, c'est lui quoi. Et donc là, je me suis dit, mince, faut vraiment que j'en sache un peu plus. Et en fait, j'avais beaucoup d'appréhension à l'idée de retoquer à la porte de sa famille parce que finalement, même si nous, on s'était redonné une chance, on n'en avait parlé à personne. Et ces gens-là, pour du coup, m'avaient pas vu. T'étais plus t'étais plus sa petite amie, quoi. Exactement. Donc, je me suis dit, est-ce que légitimement, on peut se pointer dans une famille comme ça qui est dans une situation hyper compliquée? Est-ce qu'on peut retoquer à la porte comme ça quelques années plus tard? Coucou, salut, c'est moi. Je me suis dit, puis si c'est toutes ces petites amies commencent à toquer à la porte, en fait, ça va être le défilé, ça va être indécent, quoi. Donc, et en fait, pas du tout. J'ai été vraiment agréablement surprise, et ça fait partie des petits moments de joie, si je puis dire, dans la traversée. C'est que quand j'ai toqué à la porte, c'est sa grand-mère qui m'a ouvert et elle m'est tombée dans les bras et elle m'a dit on t'attendait, quoi. Donc voilà. Donc ça m'a vraiment fait un bien fou et ça m'a vraiment apaisé, quoi. Tu parlais il y avait un nouveau personnage qui se construisait au fur et à mesure, enfin au fur et à mesure des rencontres, des discussions avec les gens. Qui c'est ce personnage? Est-ce que tu prends pas le risque de changer la mémoire que t'as de lui, de le magnifier par exemple, et puis après, quelle place il prend finalement dans ta vie? Alors effectivement, moi c'est un des travers dans lesquels je suis tombée, c'est que je l'ai figé dans de la feuille d'or. Donc effectivement, j'ai fini par tomber dans l'idéalisation du personnage, puisque c'est une des beautés de la mémoire, c'est qu'on efface et on gomme et on estompe les côtés un peu sombres et un peu noirs qu'on a envie d'oublier. Et donc on en garde plus qu'une superbe image. Et du coup, en fait, automatiquement, tous les hommes qui vont passer derrière n'ont aucune chance de rivaliser avec cet être exceptionnel, quoi. Donc, donc voilà. Et puis surtout, pour moi, il a continué pendant des années d'habiter dans mon cœur, en fait. Donc je sentais que mon cœur était pris et que pour moi, même si dans la vie de tous les jours j'étais célibataire, dans mon cœur j'étais en relation avec cette personne-là. Donc j'ai quand même vécu des histoires avec des hommes par la suite, mais en gros c'était voué à l'échec, puisque de toute façon je sentais qu'il n'y avait pas de place dans mon cœur pour ces gens-là, quoi. Combien de temps il est resté, si on peut dire, ton compagnon après son décès? Combien de temps il est resté vraiment avec une place comme ça? Je pense que là, au bout de 10 ans, j'en suis arrivée à la sortie, quoi. Ouais. Mais c'est un processus qui est hyper long. Ça veut pas dire qu'entre-temps, on peut pas vivre d'autres relations. J'ai quand même vécu des belles choses, mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps, et entre-temps, j'ai quand même vécu des trucs un peu cracra aussi, quand même, parce que ça fait partie d'un des risques, justement, de la traversée du deuil. C'est que donc il y a un moment donné où je me suis retrouvée effectivement dans une phase d'idéalisation et où j'ai réussi à atteindre un stade d'amour inconditionnel, puisque en fait le deuil m'a positionnée dans des situations où à un moment donné j'étais obligée de résoudre les problématiques que j'avais eues avec lui de son vivant. Donc des problématiques, par exemple la jalousie, par exemple, je sais pas ce que vous pouvez avoir comme type de, comment ça, la jalousie, je comprends pas. Par exemple, la jalousie vis-à-vis d'autres femmes, des choses comme ça. Donc ça, par exemple, j'ai dû le résoudre à travers justement la rencontre avec sa petite amie. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un d'assez jalouse à l'époque. Tu l'étais encore après ça? Et ben non, justement, du coup, on est obligé en fait de passer au-dessus de ça, puisque quand je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai vu une jeune fille qui attendait un peu éloignée devant la porte des visites. Et j'en ai déduit que c'était sa petite amie. Et donc, à un moment donné, là, en fait, quand on voit que la personne va probablement décéder, on se dit, en fait, la jalousie n'a plus aucun intérêt. Et ça perd son sens, quoi. On se dit, mais en fait, la personne, ça se trouve, elle est plus là demain. Et en fait, je l'aime tellement que finalement, la meilleure chose que je peux faire, c'est de respecter son choix et en fait, de respecter que à cet instant de sa vie, il avait décidé en fait de vivre cette histoire-là avec cette jeune femme-là. Donc je me suis levée, j'ai été voir cette jeune femme et puis je lui ai dit excuse-moi, mais je pense que tu es un tel. Elle m'a dit oui, effectivement, et toi tu es Noémie. Je l'avais jamais rencontrée.
J'ai dit oui, on se connaît. Et donc en fait, j'avais appris du coup qu'il avait parlé de moi à cette jeune femme et qu'elle me connaissait justement à travers mon compagnon, quoi. Et cette période de deuil, t'as appris d'autres choses sur toi comme ça ? Bah ouais, du coup, donc à mesure que le deuil effectivement se fait, on purge un petit peu, si je puis dire comme ça, toutes ces problématiques là, et du coup, ça nous pousse un petit peu à finalement à explorer les facettes de ce qu'on est, de notre personne. Et en fait, moi j'ai vécu une espèce de phase de destruction totale de tout ce que j'étais, de mes repères, de toute la vision que je pouvais avoir du monde avant, n'avait plus du tout de sens avec ce que je venais de vivre. Et donc du coup, il y a eu une phase de reconstruction avec entre-temps une phase de flottement, évidemment. Donc c'est là où il y a le risque justement de tomber dans des... Est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précise ? Qu'est-ce que t'as détruit ? Qu'est-ce que t'as reconstruit ? Alors tout ce qui est détruit, c'est par exemple les jugements de valeur qu'on peut avoir sur la vie. Alors moi j'étais quelqu'un de très c'est noir, c'est blanc, il n'y avait pas de juste milieu. J'étais très impulsive, j'étais très sûre de certaines choses, très sûre de moi. Et puis en fait soudain, comme on perd cette sécurité de la vie, en fait, et ben on n'est plus sûr de rien. Donc il y a le gris qui apparaît, la nuance. La nuance de gris. Et puis à tel point qu'en fait moi du coup j'étais plus sûre de rien du tout, quoi. Donc quand on me posait une question, je voyais la face A, la face B, et puis en fait j'étais plus capable de trancher, quoi. Alors qu'avant on me posait une question, j'étais capable de trancher. J'étais là ouais, ok, c'est ça. Et puis là en fait j'étais du coup dans une nébuleuse où il y avait plus du tout de choses sûres, quoi. Tu veux dire c'était presque pathologique ou c'était... Ouais, carrément, parce que du coup moi j'ai perdu aussi donc cette sensation de perdre un peu. On est mis à nu, en fait, le cœur est mis à nu, donc il y a plus de carapace, c'est plus qu'une plaie béante, et donc on n'a plus de protection. Et on a développé un espèce d'amour inconditionnel, puisque du coup on a estompé, on a gommé les côtés sombres de la relation pour en faire quelque chose de merveilleux. Et donc du coup à un moment donné on atteint ce stade hyper bon, quoi, de la relation merveilleuse et magnifique, parce que forcément l'autre il est plus en face, donc il n'y a plus son mot à dire, donc tout est parfait. Voilà, il n'y a plus d'obstacles, donc c'est magnifique et l'être est magnifique. Et en fait, donc on n'a plus de protection également, donc tout ce qu'on vibre, c'est de l'amour pur. On a envie de partager avec l'autre, à un moment donné, ce stade qu'on a réussi, cette douleur qu'on a réussi à transmuter en amour pur. On a envie de le partager avec les autres et de le déverser sur les autres, parce qu'on a tellement souffert qu'en fait on a envie de dire non mais les gars, il y a d'autres choses bien plus belles qui existent aussi, et le problème c'est que à ce stade là de la reconstruction, moi j'étais pas encore assez forte sur le fond, donc je vibrais encore quand même pas mal de manque en fond de la personne, puisqu'évidemment elle nous manque très fortement, on n'a plus cette présence physique, etc. Ce qui fait qu'on ouvre la porte à des gens par exemple avec des profils manipulateurs ou pervers narcissiques, comme j'ai pu en faire l'expérience, parce que c'est des gens qui vont sentir cette faiblesse-là en vous, et qui en plus ont trouvé le filon parce que vous êtes la nana qui est prête à tout, quoi. Donc qui est pleine d'amour et qui est capable de, en gros, de vous rincer, quoi, d'amour, quoi. Donc ces gens-là vont se nourrir l'ego, c'est une source pour nourrir leur ego, et moi malheureusement du coup j'ai perdu pas mal de plumes avec des relations comme ça, où j'ai mis un moment avant de comprendre que le deuil, c'est aussi ça, c'est se retrouver soi et se reconstruire soi, et du coup ne plus mettre en fait la potentialité de bonheur à travers l'autre, mais finalement la mettre en soi et se construire soi et devenir un être complet et ne pas dépendre de l'autre. Et du coup, on se découvre comme ça, l'être qu'on est, et on apprend à s'aimer et à intégrer toutes les facettes de ce qu'on est, dans le bien comme dans le mauvais. Et du coup, on se reconstruit comme ça totalement, quoi. Et là, aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui. T'as mis 10 ans pour... pour en arriver là. Avec des hauts et des bas. J'espère que ceux qui t'ont fait souffrir, c'est ceux qui sont morts, non ? Alors, pas à ma connaissance, mais bon, je leur souhaite pas non plus, parce qu'ils m'ont appris plein de choses. C'est ça ? Je sais pas s'ils étaient innocents, mais non, je leur souhaite pas. C'était quoi les autres qui sont décédés Alors, entourage, donc, dans tes petits... Il y a eu du funky, il y a eu du moins funky. En gros, il y a eu donc accident de la route, arrêt cardiaque.
pour le donc ça, deuxième. c'était après pour le deuxième. Donc en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en plus ils se sont suivis quoi les deux. Donc Attends, c'est dire que le mec avec qui t'es sorti après, il est mort d'un arrêt cardiaque. Oh là là. Donc celui-là, t'étais pas, t'étais encore amoureuse de ton. Ouais, premier, en fait, celui-ci, je suis sortie avec lui au moment de la première, phase de rupture avec mon compagnon. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai aimé, mais c'était pas du tout le même amour. C'était quelque chose d'un peu plus platonique en fait. Et au moment où il est décédé, on n'était plus forcément en lien. Donc, sa famille m'a recontactée parce qu'il savait que j'avais quand même joué un rôle dans sa vie, mais j'avais pas du tout la même implication émotionnelle avec cette personne-là au moment où c'est arrivé, quoi. T'étais moins touchée. J'étais moins affectée, puis j'ai envie de dire, je commençais à avoir un peu d'expérience. Donc j'avais eu l'expérience du premier, donc je suis arrivée en fait au moment de la cérémonie et j'ai dit bon bah les gars, je pense qu'à un moment donné on va faire comme la pizza, hein, la 11e gratuite. Et puis je viendrai avec un gâteau d'anniversaire aussi, je pense, parce qu'en plus donc le côté un peu rigolo, donc évidemment je me permets d'en rire maintenant, mais sur le moment je rigolais pas, c'est que donc ces deux personnes qui sont décédées se connaissaient, donc il y avait des amis en commun entre les deux, et donc il y en a un qui m'a connue au premier enterrement et au deuxième, et donc il m'a vu au deuxième, il a fait non mais franchement toi, carrément t'as pas de chance quoi. En fait. Oui. Donc voilà. Mais à ce moment-là, t'étais encore amoureuse de. J'ai été toujours amoureuse du premier quoi. En fait, lui il m'a jamais quitté. J'ai eu beau. Aujourd'hui quoi. Enfin. Ouais, j'ai eu beau avoir d'autres histoires entre temps. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais réussi à faire mon chemin et à me dire bon, ok, j'ai compris, c'est bon. Alors, j'ai beau essayer d'avoir d'autres histoires, j'en reviens toujours à cette personne-là, donc il y a vraiment quelque chose. Mais c'était quelque chose que j'avais pressenti au moment de notre rencontre, en fait. J'avais pressenti que cette personne-là allait avoir une importance extrême dans ma vie, et donc elle en a eu en rentrant et en sortant, quoi. Pour le coup. Ah oui, non, mais c'est. Elle a fait une sortie magistrale, quoi. Et les mecs que tu rencontres, ils ressemblent à celui qui a disparu, le premier, ou est-ce qu'ils ressemblent pas du tout, non? Pas du tout. Parce tu recherches pas quelque chose chez... Alors oui, j'ai beaucoup recherché pendant un temps. C'est ce qui a fait que soit je trouvais pas du tout, soit je suis tombée dans des travers. Donc par exemple pour la petite anecdote, j'ai rencontré un homme à un moment donné en me baladant qui vient vous interpeller sur la lutte contre le sida ou Greenpeace, etc. Et je trouvais qu'il ressemblait fortement à mon compagnon, mais peut-être avec 10 ans de plus. Je me suis dit waouh, s'il avait vieilli en fait avec 10 ans de plus, vraiment il ressemblerait à ça, quoi. Ah et oui, du coup tu l'as dragué, quoi. Je l'ai dragué et en fait donc il m'a dit ok, il m'a invité à une soirée et en fait à un moment donné en plein milieu de la soirée, le mec m'a annoncé qu'il était schizophrène, quoi. Donc donc en fait là on se fait bon ok, donc j'ai compris le message, je vais arrêter de chercher son doublon, je vais clairement passer à autre chose, quoi. Donc voilà, c'est des petites leçons. Après la vie elle vous met des petites pichenettes et puis vous faites bon ok c'est bon. Okay. Du coup tu t'es refait l'histoire déjà comme s'il n'était pas décédé. S'il n'était pas décédé, si je m'étais refait l'histoire. Non, parce que ça sert à rien et puis en fait on n'aura jamais la réponse, donc non. Et puis comme je dis, voilà, c'est vrai que finalement ça aurait pu fonctionner comme ça n'aurait pu finalement ne pas fonctionner aussi, hein. On n'a pas de garantie, donc. Dans les histoires, les relations que tu as avec les mecs après, tu en parles quand tu en parles. Alors, tu en parles de ça, enfin pas du poids, mais du fait que voilà, t'as ton premier mec qui est mort. Puis... Au départ, j'étais assez transparente avec ça, donc j'en parlais assez rapidement. Ouais. Sauf que évidemment la réaction en face, elle est un petit peu. Ok, donc je vais aller contacter une assurance vie. Ça met la pression directe. C'est-à-dire que les mecs sont une sorte de fatalisme, quoi. Ils se disent bon ok, c'est là, quoi. En gros, si je sors avec elle, je vais mourir, quoi. Donc tu leur dis tout de suite, genre j'ai connu plusieurs. Assez rapidement, dans la rencontre. Alors au début, mais parce qu'en fait finalement, je m'en foutais un peu dans le fond de ces mecs-là que je rencontrais derrière. Je savais qu'ils étaient voués à l'échec d'entrée. Donc en fait, il y avait pas d'enjeu, quoi. Donc à un moment donné, je le larguais le truc en toute transparence, quoi. Et forcément, la réaction... bon, tu vois, genre qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, je te largue le paquet, et puis tu fais genre, comme tu veux. Si t'es toujours là, c'est cool. C'est ça, voilà. C'est pas grave. Et puis après, je me suis dit bon, il faut quand même que, je sens que ça passe pas, donc faut enrober un peu l'histoire. Voilà, j'ai peut-être ajouté une petite touche d'humour, donc j'étais là, écoute,
si tu veux, voilà, enfin, je sais pas, prends une bonne assurance et puis on se recontacte, quoi, tu vois. Mais bon, je sentais que ça passait toujours pas. Parce que oui, c'est un sujet sur lequel faire de l'humour est un peu délicat. C'est ça. Et puis bon, après là, je me suis dit bon, définitivement, clairement, je pense que si demain je rencontre quelqu'un, alors bon, c'est un peu, enfin. Tu le diras pas? Je pense que j'en parlerai pas tout de suite. Si vraiment à un moment donné, il cherche à savoir des choses, je le cacherai pas. Ouais, tu le cacheras pas. Ouais. Mais c'est pas quelque chose que je vais amener sur la table à un moment donné dans les premières rencontres où on commence à s'ouvrir un peu à l'autre, on se raconte un peu nos vies. Je pense que je larguerai pas le truc là à ce moment-là, quoi. Alors attends, on en a eu deux décès, il nous manque le troisième et le quatrième. Mais j'ai quand même eu la chance, cela dit, pour finir, de rencontrer quelqu'un qui a entièrement accepté ça et qui a été hyper cool avec toute cette histoire, qui est toujours vivant. Que t'as rencontré dans les 10 ans. Ouais. Donc c'est plus. Qui a été un de tes un des derniers que j'ai fréquenté, c'est le dernier que j'ai fréquenté en fait, et qui est un mec vraiment que j'adore, qui est super cool et qui vraiment lui il a tout pris de mon passé, quoi, hein. Donc il a fait OK, je prends le package et voilà, donc ça c'était cool. Il y a quand même des mecs voilà, qui ont vachement de cran et qui voilà, qui se disent j'ai pas peur, quoi, voilà, donc c'est bien. Donc alors après, pour répondre du coup à ta question, donc il y a le tout premier, en réalité j'étais assez jeune, j'étais en 6e, c'était vraiment une toute première histoire d'amour. J'ai appris que lui, du coup, il est décédé dans une bagarre, donc il a pris un coup de couteau mal placé. Donc, mais beaucoup plus tard. Je l'ai appris, peut-être, je sais pas, 1 an après, 2 ans après. Donc quand même, quand t'étais en 4e, un truc comme ça, ou enfin. Ouais, je sais plus parce que c'était c'était vraiment ma toute première initiation, quoi. Voilà. Après, donc il y a eu l'accident de la route. Après l'arrêt cardiaque et le dernier, c'était également un accident de la route. Voilà. Et puis les deux potentiels qui ont voulu sortir avec moi. Donc il y en a un, c'était un accident de kayak. Il est tombé, il s'est cogné la tête sur une pierre, il s'est noyé. Voilà. Comment ça, les deux potentiels qui ont... en fait, c'est deux personnes qui voulaient également sortir avec moi, mais que j'ai éconduit, voilà. Qui sont décédés également. Donc il n'y en a pas que 4, il y en a 6. Ah, ouais. Voilà. Wow. Et l'autre, pareil. Et là, tu vas nous dire qu'en fait, il y en a en 8. Et en fait, écoute, du coup, 14. Voilà, de temps en temps, je check un peu sur Facebook, tu vois, je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Enfin, est-ce qu'ils sont toujours là? Du coup, quel est toi, par rapport à ça? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, mais quand même, ça fait beaucoup? Ouais, à un moment donné, on se pose quand même grave de questions. On se dit, je sais pas, est-ce qu'il y a un message à prendre là? J'en fais quoi de tout ça? Je suis pas rentrée dans l'extrême de me dire, je suis envoûtée ou, quelqu'un me jette un sort ou quoi. Ouais. Mais c'est vrai que clairement, j'ai eu une phase où je me suis dit, en fait, je pense que c'est mon chemin de croix. Je suis damnée, et en fait je suis une meuf damnée et vouée à prendre des leçons de vie, mais à payer le prix cher. Ouais. Alors certes, du coup, j'ai un cadeau qui est vachement beau et des belles leçons de vie et magnifique, mais j'ai eu un moment quand même vraiment de dépit et d'abattement où je me suis dit, en fait, putain, ma vie quand même c'est de la merde, quoi. Peut-être que c'est passé et que c'est fini. Ah oui, non, mais maintenant j'ai plus du tout le même regard et si t'es damné, peut-être qu'il faut penser à l'exorcisme. Ouais, alors non, j'avais pas envie de rentrer dans ce truc là. Mais non, mais ça après voilà, c'est encore une fois, c'est une phase que j'ai eue et j'en suis plus du tout là aujourd'hui et j'ai plus du tout le même regard et bien au contraire, j'ai un regard très positif là-dessus. Sur ceux que t'as rencontrés dans ta vie, ton petit celui de 4e, etc. Ouais. Est-ce que le fait qu'ils aient disparu, est-ce qu'ils te manquent quelque part aussi? Est-ce que tu te dis pas, mince, j'aurais pu les recroiser un jour ou quelque chose? Non, alors ça va être cruel, mais pas du tout. Il y a vraiment voilà mon histoire où sur laquelle on s'est plutôt focalisé, qui elle a été très poignante pour moi et qui m'a profondément marquée, mais les autres je les ai vraiment pris non, j'ai pas de manque vis-à-vis de ces personnes. Pourquoi je te dis ça? Parce que est-ce que c'est peut-être la forme de décès? J'ai ma petite amie du lycée qui s'est fait assassiner au Bataclan. Waouh. Et elle me manque. D'accord. Et je me demande si c'est pas parce que justement c'est pas un accident, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais elle te manquait avant? Non, je veux dire pas avant du tout. Que tu... Pas du tout. Ouais. Et le fait que ce soit dans ces conditions-là, ouais. Ouais, c'est brutal. Après,
Après, bon, enfin, je pense que ça c'est très personnel, ton ressenti et la façon dont tu vis la disparition. Après, ça dépend aussi, effectivement, le deuil, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Effectivement, la façon dont la personne part, ça peut être vraiment aussi... parce que ça ajoute des traumas en plus, c'est pas un deuil classique. Donc ça peut rentrer en ligne de compte. Et il y a aussi le statut dans lequel tu étais en relation avec cette personne-là qui peut beaucoup jouer aussi. Donc si par exemple tu as quitté la personne est partie et est morte et en fait tu étais en froid avec elle, le deuil va être assez compliqué parce que du coup il y a plein de choses que t'as pas résolues avec cette personne et en gros elle est partie mais t'étais pas en paix avec cette personne. Donc il y a vraiment un gros travail à faire sur la relation avant de pouvoir l'épurer et toi de te sentir apaisé quoi. Donc c'est vrai que de savoir où t'en étais avec cette personne-là à l'instant T dans ta vie, ça peut être déterminant sur la façon dont tu réceptionnes en gros la nouvelle quoi. Et donc enfin sur le cheminement après que tu fais par rapport à cette annonce quoi. Après c'est pas pour autant que tu vas forcément régler le problème si elle est encore en vie. Oui, non, c'est clair, parce que la preuve en est... Peut-être que juste tu te dis, voilà, c'est ça, je règle pas le problème, mais bon, au moins, la personne, bon, enfin, au moins, elle est là, et puis peut-être qu'un jour, je réglerai le problème ou quoi. Mais t'as raison, puisque nous, on a eu quand même vachement de temps pour résoudre nos problèmes, et en fait, on a été deux têtes de mule, donc finalement, alors qu'on aurait eu l'occasion, enfin, mais bon, après, on l'a vécu comme on l'a vécu, mais oui, tout à fait, effectivement, les gens peuvent même, enfin, on peut ne pas régler les choses et tout, même de leur vivant, quoi. Ouais, ça veut peut-être dire que, faut saisir les choses dès qu'elles se présentent, il faut le faire sans hésiter, quoi. Oui, c'est ça. Après, ça permet effectivement de prendre la pleine mesure de ce qu'est la vie, quoi, en fait, et du coup, de connaître la noirceur de la vie, ça permet d'apprécier, du coup, par contraste, tous les petits moments, en fait, hein, et ça devient, justement, des petits moments de bonheur. Alors, c'est très banal ce que je dis, mais du coup, on le vibre vraiment et on le ressent vraiment, quoi, quand on vit ce genre de choses. Voilà. Dan, tu as une dernière question ? Oui, toujours. C'est vrai, il a toujours des questions. Toujours, mais j'en ai plusieurs, mais j'en ai une en particulier, c'est est-ce que tu parlais donc de ces hommes que tu as rencontrés aussi qui t'ont manipulé. Ouais. Entre la première histoire que tu as eue donc avec ce jeune homme qui est décédé et aujourd'hui, est-ce que tu n'avais pas envie justement que eux aussi ils décèdent ? Non, pas du tout. Non, j'ai à aucun moment. Non, mais après, je dis ça un peu sur le ton de la rigolade, mais peut-être qu'à un moment. Mais j'aurais pu, hein. Pourquoi pas eux ? Pourquoi le mec que j'ai aimé et pas eux qui m'ont cassé les couilles ? Enfin, tu vois. Alors, effectivement, j'ai des fois, quand j'en rigolais, il y a une époque où je disais, mais putain, en fait, merde, quoi. Pourquoi, effectivement, lui En gros, si tu m'avais demandé de choisir dans toute une liste, je t'aurais dit, tu prends tous les autres, mais pas lui. Pas lui, voilà. Donc, oui, effectivement, il y a eu un moment donné où, voilà. Alors, sans forcément souhaiter la mort des autres, on joue un petit peu à ce jeu cruel de dire si tu devais en choisir un, ce sera plutôt lui. Voilà, c'est ça. Et en fait, effectivement, si tu devais en sauver un, voilà. Mais voilà, sans forcément effectivement souhaiter la mort des autres, quoi. Bon, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode. Alors, je vais poser une petite question. Cette fois, c'est pour les gens qui nous écoutent. On va vous poser une question. C'est quelque chose qu'on fait désormais dans les épisodes. Vous pouvez nous répondre soit dans les commentaires sur YouTube et Facebook, soit sur Instagram. Je pense qu'on mettra un visuel sur Instagram et on copiera vos réponses en question, en story, donc parce que voilà, vous savez que nous on est très curieux et on sait que vous aussi, auditeurs, vous êtes très curieux de connaître les réponses de chacun. Donc c'est une question que Noémie nous a proposée en début d'épisode, c'est est-ce qu'on peut encore aimer... Oui, parce que... Oui, on va pas se cacher, elle travaille pour nous, voilà, c'est bon. Ouais. Nous on est très honnêtes, hein, si ça vient de nous, c'est nous, si c'est... Merci Noémie. Merci Noémie. Est-ce qu'on peut encore aimer après avoir vécu ce genre de choses ? Toi, quelle est ta réponse à toi ? Eh bien évidemment non, pas du tout. Hein. Voilà, c'est foutu. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, évidemment. Alors c'est une question que je me suis longtemps posée parce que je me suis retrouvée où je ressentais plus grand chose pendant des années, donc ma question toujours c'était est-ce qu'à un moment donné je vais pouvoir à nouveau être amoureuse, quoi. Et la réponse elle est plutôt positive, donc oui, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je suis retombée amoureuse plus tard, des années plus tard. Voilà, donc c'est possible. C'est possible, mais ça demande du travail. Du coup, mettez-nous un peu vos réponses, ou même vos partages. Hein, si vous souhaitez partager des choses, des fois il y a des choses dont on aimerait partager des histoires et il y a personne pour les entendre. N'hésitez pas, profitez de cet espace. Envoyez-nous
des messages et puis on partagera ceux qui veulent être partagés et puis laisser des commentaires et on crée de la discussion. C'est aussi ça qui nous intéresse. Enfin, nous, on la crée entre nous, c'est chouette, mais on peut aussi la créer tous ensemble. Donc voilà, donc c'est fini pour cet épisode. Merci Noémie. Merci à vous. Noémie. Merci les gars. Je vais donc maintenant faire le petit speech en ce qui concerne notre Tipeee. Oui, c'est important. Tu veux le faire ou tu veux que... Non, mais tu le fais mieux que moi. Mais non, mais parce que c'est vrai qu'on a mis en place une page Tipeee et Noémie nous a fait remarquer que c'était pas forcément simple d'y participer. Donc le type, pour expliquer pratiquement ce que c'est que ça consiste en nous donner un petit quelque chose. Ça peut être 1 euro, 10 euros, 20 euros, ça peut être combien vous voulez. Et soit vous le donnez ponctuellement, donc une fois, soit vous le donnez mensuellement par abonnement. Donc effectivement, on peut donner moins, mais par abonnement. Donc le Tipeee nous permet aussi par abonnement. On peut donner plus, oui. On a quelqu'un qui nous a donné 1 000 euros par abonnement. Par mois. Oui. Ah, j'ai oublié de vous prévenir. C'est un... Merci Pascal. Et en fait, donc le Tipeee, nous, à quoi il nous sert? Déjà, il nous sert pour... on a mis plusieurs paliers parce qu'on a plusieurs objectifs. Donc le premier objectif, c'est de qui est atteint. Et on remercie, et je vais remercier les tipeurs qui nous ont permis d'atteindre cet objectif. Donc notre premier objectif, c'est d'arriver à financer une petite régie qui nous permet de recevoir les invités. Tu as vu, tu vois, ce matin, il y avait des croissants. Après, non, c'est elle qui a amené les croissants. C'est pour ça que je le dis. Je sais bien. Donc c'était sa manière de tiper. Si vous venez emmener les croissants, quoi. Donc d'ailleurs, je tiens à remercier nos tipeurs. Actuellement, alors il y a un petit décalage forcément, mais bon, actuellement c'est Ornella, Xavier, Mathilde, Rio, Mathieu, Lolo et Jimmy. Merci à vous et merci beaucoup. Et on rajoutera ceux qui. Merci. Et puis rajoutez-vous. Il y a un petit décalage entre le moment où vous tipez ne serait-ce que 5 euros une fois, ou alors peut-être 1 euro par mois pendant 6 mois. Ouais, parce que donc nos objectifs, donc il y a le premier, il y a la régie. On a pour objectif aussi de rémunérer notre community management, ce qui nous permettrait d'être plus présent encore sur les réseaux et de manière encore plus. Nous, on fait ce qu'on peut aujourd'hui et on est déjà bien entouré, mais le plus le mieux. Et on a un troisième objectif qui est vraiment notre objectif principal qu'on est en train de mettre en place. Je vous en ai parlé par WhatsApp. On va essayer d'aller à Lyon bientôt. Ouais. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place vers Lyon. Le tour de la France, c'est un grand mot, mais d'aller dans plusieurs villes, parce que c'est vrai qu'on a plein d'auditeurs en fait dans plein de villes de France et du coup qui peuvent pas forcément participer. Enfin, des auditrices en l'occurrence. Voilà. Et du coup, on aimerait faire ça. Donc, soit y aller, soit en faire venir. On peut aussi envisager ça, mais en tout cas, tout ça a un coût. Et de toute façon, je sais pas. On gagne pas d'argent avec ce podcast. Non, mais c'est pas grave. Pas d'année, moi en tout cas. Non, mais je veux dire, on peut pas se permettre de faire venir les gens à nos frais. Et bien tout. sûr. C'est un peu compliqué. Donc le Tipeee nous permettrait de faire évoluer ce podcast et dans sa forme et dans son fond. Donc si vous y participez, c'est hyper chouette, c'est hyper sympa. Si vous n'y participez pas, franchement, c'est pas bien. On va vous envoyer Noémie. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur votre réseau préféré, bien entendu. On est partout sur Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, sur les applis de podcast. Vous pouvez laisser 5 étoiles, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous pouvez parler de nous écrire sur Facebook, sur Insta. Vous pouvez continuer à parler de nous autour de vous. On sait que vous le faites puisqu'on a de plus en plus d'auditeurs, donc c'est génial. Et évidemment, vous pouvez écouter ou réécouter les anciens épisodes. Et j'ai fini. Je tiens à remercier Binge Audio, le studio qui nous enregistre, qui nous distribue. Merci Binge. Ouais. Et merci Mitch. Thank you Mitch. Merci Mitch, bien sûr. Il est en décalage horaire là, c'est pour ça qu'il réagit pas, mais il est à l'heure de Las Vegas. Allez, voilà. C'est parti. On se retrouve au prochain épisode. Salut. Ciao. Salut.